Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on débrief l'étape numéro 11 qui est arrivée du côté de Moulins. Sprint pour une étape très passionnante. Ça y est, il y en a toujours une sur le Tour de France ou sur les grands tours où je vais faire assez court. Je crois que c'est l'étape du jour parce que ça m'a pas vraiment passionné. Le sprint et il n'y a pas de grosse opposition cette année sur le sprint. Et derrière... en fait, on a une hiérarchie cette année sur le Tour de France au niveau des sprints. On a une hiérarchie qui est vraiment très définie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a Philipsen devant. Vous avez Groenewegen, Coquard, Bauhaus. Et puis après, derrière, c'est plus lointain quand même. Et surtout, ça arrive à faire une performance sur un sprint, mais pas sur 2-3 d'affilée. Donc c'est un peu compliqué de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également faire un super thanks si vous voulez soutenir la chaîne. Si vous en avez les moyens, EPS 2.0 aussi sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief rapide de l'étape, mais même là, j'ai pas fait 3 minutes, donc c'est pour vous dire vraiment que je pense que ça va être court aujourd'hui. Et puis le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, on fait un petit point également sur le retour de Ricciardo du côté de la Formule 1. Et contrairement à quelques spécialistes, je ne m'enflamme pas énormément, je trouve ça même un peu tristoun. Bon, cette étape, on sait qu'il y a des étapes sur le Tour de France, ce sont des étapes de transition. Vu l'étape d'hier, je m'attendais déjà... Alors déjà, avant l'étape, lors de la présentation, donc c'est-à-dire quand j'ai fait la présentation mardi matin, je m'attendais déjà pas à grand-chose sur cette étape. Parce que c'est vraiment les sprints de deuxième semaine, c'est pas très passionnant. Enfin, c'est rarement très passionnant à ce moment-là de la course, un sprint. Surtout s'il n'y a pas de vent, parce que souvent les étapes qui sont passionnantes en deuxième semaine, troisième semaine, c'est quand il y a des coups de bordure. Mais là, même au niveau du vent, ça semblait un peu compliqué quand même pour tenter quelque chose. Et puis quand j'ai vu l'étape d'hier à Issoire, 40 degrés, 43 à l'heure, ça n'a pas débranché. Derrière, je me suis dit, ça va être une étape off. Ça a été une étape off, c'est-à-dire que tu as 3 mecs qui partent en échappée, derrière ça contrôle, on leur a jamais laissé vraiment le temps d'espérer, parce que je crois qu'au maximum ils ont 2,30 d'avance, donc on savait qu'ils avaient aucune chance, et puis oui, je pense qu'en plus devant, il y avait vraiment Danielos qui était très motivé avec Amador, sinon derrière, même Amador était peut-être un peu moins motivé que Haas, et de toute façon ils avaient aucune chance aujourd'hui. Vraiment à 3, il aurait fallu être 10 et encore. Et on savait très bien que personne, il n'y avait pas 10 coureurs d'équipes différentes qui allaient attaquer. Et puis sur le sprint final, il y avait une section technique, mais je vous en avais parlé. Je vous avais dit à la sortie du pont, ça fait comme des entrées de périph' du côté de Moulins. Donc c'était la zone technique. Même la courbe, au final, la chicane paraissait plus forte sur la carte qu'en réalité. Il y avait vraiment pas grand chose. Il y avait un peu de pluie, mais ça n'a même pas trop mouillé la route. Enfin voilà, il y a rien eu pour vraiment animer cette étape. On a roulé fort quand même sur la dernière heure et demie de course pour finir à 17h30, parce que pendant très longtemps je me disais ça va finir à 18h. Mais je suis pas pris de plaisir à regarder cette étape. Peut-être parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit, mais pas pris de plaisir du tout. En fait, voilà, c'est un peu le type d'étape qui moi me passionne pas, et où je me dis là j'ai regardé 60 bornes, mais même en regardant 60 bornes parce que je montais la Formule 1, c'est presque 60 bornes de trop, parce que c'est pas très passionnant quoi. Bon, je vous avais fait 2 sondages, 2 questions. La première c'était Julien Alaphilippe, est-il devenu un coureur moyen ? Oui à 44%, non, mais il ne sera pas de nouveau champion du monde 49%, et non c'est un leader 7%, donc il y a quand même
pas mal de gens qui pensent qu'il a un peu régressé en termes de niveau. Parce que si on prend le oui et le non, ça fait 93%, donc 300 votes. Voilà, pour cette question. Et puis pour vous, qui va gagner l'étape 11? Jasper Philipson, 62%. Bien, vous avez bien raison. Brian Cocard, 7. Caleb Ewan, 8. Corbin Strong, 0. Un autre coureur, 24%. La note de l'étape, 6 sur 20. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais il y a toujours une étape comme ça sur les grands tours où vraiment, voilà, tu sens qu'il n'y a pas trop d'envie pour faire grand chose sur cette étape, que le parcours n'est pas très intéressant et que, ouais, que ça va être un peu une purgeasse. Et aujourd'hui, alors je mets 6 sur 20 parce que, encore une fois, je partais pas d'une étape où je m'attendais à du spectacle. Mais même pour une étape où je m'attendais à pas grand chose, ça a vraiment été pas top, mou. Enfin, vraiment ennuyant. Voilà, je crois que c'est le terme. Ennuyant. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Danielos. Ça fait du bien de voir Danielos à l'attaque, parce que ça faisait depuis très longtemps que Danielos n'avait pas tenté vraiment quelque chose dans une course. Souvent il attaquait, mais c'était parce qu'il y avait un autre leader avec lui. Et pourtant c'est un bon baroudeur, hein, Danielos. On en a parlé sur l'étape de Bordeaux. Pendant très longtemps, il était même plus baroudeur que coureur de classique, Danielos. Mais c'est vrai qu'il s'était transformé en équipier il était surtout équipier et vraiment coureur de l'ombre, parce qu'il était même plus parmi les éléments véritablement d'un train pour Peter Sagan. Et Danielos, ouais, ça fait du bien de le revoir à l'avant, et puis il a bien mérité son dossard de meilleur combatif, toujours aussi peu visible, hein, ce dossard de meilleur combatif. Et puis oui, de toute façon, Total Energy sur les sprints, on voit que Sagan est quand même limité, et pourtant aujourd'hui Sagan fait un bon sprint. Mais ouais, Danielos, c'était une belle étape à l'avant. Je pense qu'il a pris du plaisir. Et puis ça lui permet de se montrer. Danielos, il est plus tout jeune. Il est dans les pelotons depuis 2007-2008, Danielos. Donc ça fait depuis 15 ans qu'il est dans les pelotons. Donc voilà, ça faisait du bien de le voir avec le sourire à l'avant de la course. Après, c'est un coureur qui est très sympathique quand vous regardez les vidéos de la Total Energy. Et puis ça m'a permis de me rappeler que, putain, comme Ghana, il a une classe sur le vélo, os, je trouve. Enfin, il est bien posé. Je trouve que c'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs italiens, quand ils sont sur un vélo, ils ont la classe. Voilà, je trouve que, je sais pas si il y a peu de coureurs italiens, par exemple, qui ont le style de Pierre Latour, le style de Van, j'ai oublié le coureur de la Soudal, de Van Sevenant. C'est des styles vraiment où ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est de la formation dans les écoles de cyclisme italiennes qui est différente et on leur demande d'avoir un certain style sur les vélos, mais c'est vrai que Nibali s'était bien posé. Il y a beaucoup de coureurs italiens qui sont quand même bien posés sur les vélos, je trouve. Donc c'est peut-être un truc dans les écoles de cyclisme italien et ça m'a permis de revoir un Danielos bien posé sur sa machine à l'avant de la course. Puis ça reste un roule toujours. C'est un peu comme un Tim Declercq. C'est des coureurs qui sont capables de tenir très longtemps. Mais bon, seul, pendant à 50 bornes de l'arrivée, ça pouvait pas le faire. Mais au moins, il a pris du plaisir. Et puis, belle étape pour lui. Voilà. Dommage pour Amador. Voilà, pour cette étape. On poursuit avec Sagan. Beau sprint. C'est mieux que d'habitude pour Sagan. Il finit 8ème de ce sprint. Bon, en se débrouillant seul, mais parmi les sprinteurs qui ont dû se débrouiller seul, c'est celui qui a fait le meilleur sprint. Donc c'est plutôt pas mal, c'est mieux que d'habitude pour Peter Sagan. Après, bon, forcément, il consomme énormément d'énergie, il bouffe du vent. À 6 bornes de l'arrivée, il est déjà tout seul. C'est triste que Turgis ne fasse pas le job. Et encore une fois, je me demande pourquoi on n'a pas pris Jason Tesson, quoi. Parce qu'on aurait mis, même en tant que poisson pilote, il aurait pu aider Peter Sagan. Là, Peter Sagan, les 3/4 du temps, il se retrouve complètement seul, dans le vent. Bon, c'est un peu tristoun, quoi, parce que ça consomme forcément de l'énergie, il peut pas faire des sprints de qualité. Surtout que Sagan, il a souvent eu des trains quand même à son service. C'est pas,
c'était pas forcément le mec qui était tout seul dans les équipes, par chez Saxo. Et encore, il avait des fois deux trois mecs avec lui. Mais il aime bien quand même avoir du monde à son service. Et c'est un peu triste que chez Total Energy, on ne soit pas capable de mettre un collectif en place autour de Sagan. Certes, il a plus les jambes de ses 20 ans, mais bon, il est quand même, je pense, capable de faire des top 5. Mais pour faire des top 5 sur un grand tour, bah, faut une équipe hein, à son service, sinon c'est un petit peu compliqué. Autre coureur top, j'ai mis Brian Cocard, quatrième. C'était pas un sprint facile pour Cocard, en plus il se fait enfermer deux fois. Il n'y a pas Alexis Renard. Là, je regardais dans les 2 derniers kilomètres, il n'y a pas Alexis Renard, donc il est obligé vraiment de faire le job seul. Forcément, encore une fois, tu perds de l'énergie. C'était un sprint en plus tout plat. Cocard, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Hein. Il est moins puissant qu'un Groenewegen, qu'un Philipsen, qu'un Bauhaus. Mais du côté de Brian Cocard, oui, c'était une belle étape aujourd'hui. Il avait plutôt des bonnes jambes. Bon, après, voilà, il lui en manque un peu pour aller chercher les mecs de devant, mais il se fait enfermer par Groenewegen, il se fait enfermer par Van Aert. Donc après, c'était compliqué de relancer la machine du côté de Cocard. Mais quatrième, pour moi, il est à sa place. Bon, après, devant, vous avez un ogre qui accumule tous les points au niveau du classement de meilleur sprinter. Il ne peut pas faire grand-chose, mais il est maintenant bien accroché à cette deuxième place. Et il a quelques points d'avance sur Pedersen. Et il a également de l'avance sur Van Aert. Dans ce classement, on termine avec Mozzato, plus moins. Ouais, 7ème Mozzato. On aurait pu s'attendre à mieux, mais là aussi, un peu seul dans le final. C'est dommage qu'on n'utilise pas Anthony Delaplace, qu'on n'utilise pas Arkea. Ils doivent chasser les étapes, qu'on n'utilise pas Jente Biermans aussi. Ni Delaplace, ni Laurent Pichon, qui sont des coureurs qui peuvent emmener un sprinter. Donc voilà, dommage que ces coureurs-là ne soient pas au service de Mozzato. Si l'année prochaine Arnaud Démare arrive dans cette équipe marquée à Samsic, il faudra créer vraiment un collectif au niveau du train. Et puis je pense que Démare, ça serait peut-être pas mal qu'il arrive avec 2-3 coureurs avec lui pour aider. Parce que je pense qu'il y en aura quand même un peu besoin chez Arkea. S'il veut renouer avec la victoire, pourquoi pas sur le prochain Tour de France. Parce qu'en plus, c'est une équipe qui n'a pas peur d'emmener comme leader un sprinter. Ils l'ont déjà fait avec Greppel. Donc, ça ne serait pas la première fois qu'ils le feraient. Si la rumeur est vraie. On passe au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, aujourd'hui, dans cette étape qui a été fort peu animée, Philipsen. Là, il y a quand même un vélo d'écart. Ça rappelle les sprinteurs dominateurs, les Kittel, les Cavendish, quand ils dominaient au niveau du sprint. T'as beau mettre en place des choses, t'as beau presque tout bien faire, puisque Groenewegen, ils sont juste un peu tôt, mais ils sont pas 100 mètres trop tôt. Hein. Je pense qu'il y a 25, 30 mètres, ils partent 25-30 mètres trop tôt. Donc voilà, sur les 30-40 mètres, il perd de la vitesse, mais il fait pas des choses mal. Mais Philipsen, tu as l'impression que là, tout seul, il est obligé de suivre les roues. Il est pas emmené par Van Der Poel quand même aujourd'hui. On peut même pas dire là, Van Der Poel a fait 70-80% du job. Non, c'est Philipsen seul, quasiment. C'est Ugandar, il fait pas non plus un énorme travail, mais il a réussi à se débrouiller et il fait encore une belle étape. Là, je crois que ça va être compliqué d'aller battre Philipsen cette année. La question est de savoir maintenant, avec Philipsen, est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui, sur l'étape de Poligny, il y a encore 2 sprints, Bourg-en-Bresse, Poligny et les Champs-Élysées, mais il y a encore 2 sprints, je dirais, en semaine, on va dire ça comme ça. Est-ce que les adversaires de Philipsen ne vont pas dire à Alpecin, démerdez-vous, nous on n'a pas envie de rouler, et que ça pourrait donner des opportunités aux baroudeurs sur ces 2 étapes-là, ce qui n'était pas forcément prévu. Parce que si Philipsen est vraiment imbattable, il y a des équipes qui vont plus mettre autant de coureurs à rouler. Surtout qu'aujourd'hui, si on arrive au sprint, c'est aussi parce que Quick-Step a fait un gros rythme. Quick-Step aujourd'hui, je pense qu'ils ont enfin compris que leur sprinter n'était pas en jambes. Et que comme ils n'ont pas de solution bis, ils vont peut-être arrêter de rouler. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que Philipsen...
C'est peut-être ça qui peut l'empêcher d'aller chercher d'autres victoires avant les Champs-Élysées. C'est vraiment ça. Cette année, il est au-dessus. Pourtant, avant le départ du Tour de France, j'avais dit cette année, on a quand même pas mal de sprinteurs. Le meilleur sprinter cette année, il devait avoir 5 ou 6 victoires. Je sais plus si c'était Ronhovegan. Et j'avais dit, c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de sprints très serrés, notamment sur l'UAE Tour. Et j'avais dit, on va peut-être avoir la même chose sur le Tour. Bah, c'est pas le cas du tout. On a plutôt des sprints assez limpides hein, dans leur déroulement et il n'y a pas vraiment de grosses oppositions. Deuxième coureur au top, Bauhaus. Bah, il fait le job, il fait bien le job. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus en difficulté à partir de maintenant parce que c'est quand même pas le coureur qui passe le mieux à la montagne. C'est un gros gabarit, hein, Bauhaus. Et puis, bah non, ça lui pose pas de problème là sur cette étape-là. Une belle troisième place. Il prend les bonnes roues. Après, bon, il lui en manque un peu, hein, Bauhaus, mais il prend les bonnes roues. Derrière, Groenewegen, comme il lance un peu plus tôt, je pense que Bauhaus s'attendait pas à ce que ça lance aussitôt. Il part avec un petit temps de retard. Et derrière, Philipsen, qui était bien dans la roue, lui, peut dépasser tranquillement Groenewegen. Mais Bauhaus, c'est quand même pas mal. Et puis, il se fait enfin un nom dans le peloton. Parce que c'est vrai, c'est ce que je disais un petit peu là aussi en prémisse de ce Tour de France, c'est que c'est un coureur qui pour moi a des qualités, a des bonnes qualités de sprinter. Mais je disais, le souci c'est que comme on lui a rarement mis une équipe autour de lui sur les grands tours, il a rarement eu sa chance. Et je disais, là c'est peut-être sa chance sur ce Tour de France de montrer que c'est un coureur qui est capable de faire des top 5 sur les sprints à la régulière. Et là c'est ce qu'il est en train de montrer du côté de la Bahreïn. Et peut-être que on va lui mettre un peu plus de monde à son service la prochaine fois qu'il fera un grand tour, ou peut-être que ça va lui permettre de changer d'équipe et d'aller dans une belle formation, parce qu'un Bauhaus qui irait chez Quick-Step pourrait avoir de la gueule, un Bauhaus également chez Lotto, Destiny, ça pourrait avoir de la gueule. Je ne sais pas s'il est encore sous contrat, je ne vais pas vérifier. Puis je termine troisième avec Groenewegen. Ils font pas beaucoup d'erreurs avec Mesgek. De toute façon, on sait que c'est un duo qui s'entend très bien depuis l'année dernière. Mesgek, c'est un très bon poisson pilote. C'est vrai qu'on parle souvent de Morkov. Morkov est quand même un petit peu sur la pente descendante. Mesgek est vraiment un bon poisson pilote aussi. Parce qu'il a été poisson pilote également à la Sunweb. C'est pas la première fois qu'il est poisson pilote. Au départ, c'était même un sprinter 1. Mesgek. C'était vraiment un mec qui était sprinter numéro 1 quand il est arrivé chez Sunweb. C'était même à l'époque, ça s'appelait One Team for I. Et puis il avait notamment été très fort sur un Tour de Catalogne ou un Tour du Pays Basque, je ne sais plus, mais ça remonte à 2015 au moins, 2014-2015. Et puis après derrière, il a un peu disparu, Mesgek, pendant 3-4 ans. On ne le voyait plus vraiment avant de revenir, notamment sur l'étape de Lyon, sur le Tour de France 2020. Et là, c'est vrai qu'il a retrouvé des bonnes jambes depuis, et il fait vraiment des bons lancements pour ses sprinters. Et Groenewegen, là aujourd'hui, ils sont 25-30 mètres trop tôt, mais bon, de toute façon, même s'il était dans le bon timing, je pense que Philipsen l'aurait ajusté. Quand tu gagnes avec un vélo d'avance, tu peux ajuster, même un mec qui fait pas d'erreur. C'est que c'est vraiment physiquement que tu es au-dessus. Mais Groenewegen, c'est pas mal. On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, pour moi, le grand bonnet d'âne du jour, c'est Jakobsen. Hein. Mais c'est en fait la stratégie de la Soudal Quick-Step. Parce que je trouve ça extraordinaire, la manière dont ils ont composé leur équipe sur ce Tour de France. C'est-à-dire que la manière même dont ils gèrent leur effectif là depuis quelques temps. Autour de Remco Evenepoel, déjà j'avais été surpris qu'on ne mette pas Julien Alaphilippe. Donc je m'étais dit, bon, d'accord, c'est-à-dire qu'on fait confiance pour Julien pour être leader pour le général sur le Tour de France et qu'on va lui mettre 2-3 équipiers. Je vois la sélection sur le Tour de France, à part De Venins, il n'y a personne autour pour Julien Alaphilippe, quasiment. Donc j'avais dit, bon, pourquoi on ne l'a pas mis sur le Giro pour aider Remco ? Ça aurait pu bien aider Remco. Je trouve quand même que là, on prend Jakobsen seul, et on sait très bien qu'Jakobsen, il passe pas les bosses, même avant sa chute à Nogaro. Moi, j'aurais bien pris un Ethan Vermeulen quand même, qui je trouve est un sprinter qui passe pas mal les bosses, qui est un sprinter avec des belles qualités, ça va d'emmener 2 sprinters.
On l'a vu avec Kitten de Genkolp, par exemple, à l'époque de One Team for All, de Argo Shimano, pardon, que c'est faisable si tu le fais de manière intelligente, c'est-à-dire que tu laisses les sprints un peu, les sprints comme Limoges pour Vermont et les autres sprints tu les laisses pour Jacobsen, c'est pas mal. Et en plus, dans ce cas-là, si ton sprinter numéro 1 tombe, bah t'as quand même toujours Vermont. Vermont, il est capable là aussi de faire des top 5 sur des sprints un peu plus classiques. Donc tu te retrouves pas complètement bloqué au niveau des sprints. Là, Jacobsen, on voit qu'il n'a pas les qualités physiques pour tenir les roues. C'est pas un problème de savoir frotter ou pas là pour Jacobsen. C'est un problème que physiquement, il est tombé fortement, qu'il s'est fait bien mal, qu'il n'a pas récupéré, et qu'on savait que Jacobsen, l'année dernière, c'était déjà le cas. C'est sur la première semaine qu'il peut gagner des sprints. Après, dès qu'il y a un peu de montagne qu'il faut passer, c'est plus possible. Et moi, je suis assez surpris qu'ils aient choisi Jacobsen et pas Merlier. Parce que pour moi, Merlier, il passe mieux les bosses, largement mieux les bosses que Jacobsen. C'est un coureur qui est puissant. Vu le tour, comment il était montagneux, je suis surpris qu'on ait décidé de prendre Jacobsen et pas Tim Merlier. Et en plus, Tim Merlier ne fera pas la Vuelta parce qu'on a décidé de prendre Remco Evenepoel. Alors, Remco Evenepoel, qui ne devait pas faire la Vuelta, va faire la Vuelta, mais sauf qu'il aura... On ne sait pas vraiment s'il aura des équipiers, ça a l'air d'être un peu le foutoir. Et phrase de l'équipe qui dit oui, parce qu'il n'avait pas de course de 3 semaines dans les pattes, donc on veut pour qu'il soit compétitif pour le Tour de France 2024 qu'il ait une course de 3 semaines dans les pattes. Donc en fait la Vuelta va vraiment juste servir d'entraînement. Moi j'y crois pas des masses, c'est-à-dire que Remco Evenepoel il va tenter de défendre son titre. Et voilà, il sera pas là pour enfiler des perles, c'est Remco Evenepoel, il est pas là pour faire deux, surtout s'il se retrouve face à Primoz Roglic, il va y avoir une belle bagarre entre les deux. Mais ouais, du côté de Jacobsen, là aujourd'hui, c'est pas un bon sprint, mais encore une fois, Morkov peut pas sprinter, c'est pas un pur sprinter, t'as personne dans l'effectif qui peut aller au charbon, et comme les échappés peuvent pas aller au bout, bon. Alors tu tentes quand même le coup avec Jacobsen, mais on avait bien compris quand même que les jours derniers, Jacobsen il n'était pas dans le bon rythme. Il finit à chaque fois dans le dernier gruppetto, Jacobsen. Depuis la première étape de montagne, il finit tout le temps dans le dernier gruppetto. Tu te dis bien qu'à ce moment-là, il n'a pas les bonnes jambes. Et voilà, là ils ont roulé toute la journée pour pas grand-chose. Pour moi, j'aurais pas roulé chez Quick-Step, j'aurais plutôt mis un mec devant, un Rémi Cavagna, en plus il est pas très loin, Rémi Cavagna de chez lui, j'aurais mis Rémi Cavagna et puis voilà. J'aurais mis un mec dans l'échappée. Là, je trouve que aller faire le sprint. Ah, il s'attendait peut-être à ce qu'il soit mieux, Jacobsen, mais bon, on connaît un petit peu quand même le coureur néerlandais. Il a déjà des grands tours dans les jambes, Coco. À part la Vuelta 2022, où il avait. Non, 2021, où il avait bien fini. C'est vrai que normalement, ces grands tours, c'est toujours un petit peu dur. Enfin, l'autre grand tour qui était le Tour de France, c'était compliqué. Guermeil, alors là aujourd'hui on a décidé de le laisser se démerder seul. Bon, ça n'a pas plus marché qu'avec Tennyson et Adrien Petit. C'est un Tour de France compliqué pour Guermeil. Je pense que l'année 2022 déjà est compliquée. C'est un peu comme Arnaud Delis. Il y a quand même pas mal de révélations de l'année dernière. Si on prend mon top 10 pour moi, des révélations de l'année dernière, il y en a quand même pas mal qui ont du mal à confirmer. Olaf Koy, bon, il y a eu quelques victoires, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu en dessous de ce à quoi on pouvait s'attendre. Guermeil, depuis mars, c'est quand même compliqué. Arnaud Delis, il est tombé, mais c'est pas fou non plus en termes de résultats. C'est dommage parce qu'il avait très bien débuté lors de sa première course, mais c'est un peu la malédiction de gagner lors de son premier jour de course. Et Fred White, par exemple, qui est pas fou non plus cette année. Enfin, vraiment, vous prenez ce classement-là et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à performer cette année. Et Guermeil, là, tout seul, c'est difficile. En plus, c'est vrai que je le regardais un peu frotter, Guermeil. Il n'ose pas aller au contact. Il n'ose pas frotter. Donc, forcément, quand t'es là, c'est des mecs à qui il faut un train. Parce qu'il aime pas trop être coude à coude avec d'autres coureurs. Je le voyais, il était un peu derrière et il se prend des petits écarts à chaque fois. Donc il est obligé de relancer, de remettre de la vitesse. Il se crame complètement avant le sprint et après ça peut pas faire un bon résultat. Mais regardez comment il frotte, c'est pas top.
c'est un mec qui sait pas trop faire, qui a voulu un peu se forcer, mais c'est pas bien réalisé. Caleb Ewan, bon bah là il trouve pas l'ouverture. J'ai envie de dire que de toute manière, là aussi, il s'est démerdé seul, hein, vraiment dans le final. Mais avant, Caleb Ewan, il arrivait à trouver la solution. Il n'a jamais eu de train, hein, Caleb Ewan, chez Lotto. Son Lotto, ça fait depuis des années qu'ils ne font pas de train pour les sprinters. Voilà. Même Greppel n'avait pas un train de qualité. Et après Greppel, il y en avait quand même certains qui avaient pris leur retraite. Et le train ne marchait pas du tout. Je trouve que là, Caleb Ewan, alors c'est peut-être parce qu'il s'est pris pas mal de chutes, hein, quand même, ces dernières années. Mais il n'ose pas y aller, là aussi, hein. Et à un moment, si tu n'as pas l'ouverture, bah, faut trouver une solution. Faut soit un peu forcer, soit aller un peu plus au contact, ou passer par une autre voie, ou prendre une autre roue. Et je trouve que là, il reste planté dans ce problème-là, et il essaye pas de trouver une solution. J'ai l'impression qu'il essaye pas de se dire, tiens, je peux passer comme ça, à droite, à gauche. Et bon, c'est un peu tristoun pour Caleb Ewan. Et puis Van Aert, alors lui aussi, hein, un peu enfermé, mais je suis surpris chez Jumbo qu'on décide pas de prendre la porte, qu'on n'inverse pas les positions. Et puis Van Aert, je pense que les efforts d'hier lui ont coûté quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'efforts hier, donc forcément les jambes étaient lourdes, mais il n'y avait pas de jump, il a fait quand même pas mal d'efforts par rapport à un Philipsen ou même par rapport à un Bauhaus. Il a fait pas mal d'efforts pour aider notamment son équipe. Mais c'est vrai que Van Aert, c'est un peu compliqué cette année au niveau des sprints. Et je me dis, bon, à un moment, tu vois que sur 2-3 sprints, il n'arrive pas à s'en sortir. Il peut plus jouer le maillot vert. Bon, bah, tu laisses Laporte, t'inverses les positions avec Laporte. Bon, Laporte, il a l'air plutôt d'avoir une bonne condition physique en ce moment. Donc, je suis assez surpris qu'on décide de rester dans ce schéma-là, c'est-à-dire Laporte qui emmène Van Aert, alors qu'on voit bien que Van Aert n'a pas les jambes canon cette année. Bon, c'est un peu dommageable. Eh bien, on a fait le tour déjà de cette étape. On se retrouve demain, 7h, pour faire la présentation de l'étape numéro 12, Belleville en Beaujolais. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!